Ma sœur a engagé des détectives privés pour prouver que je mentais sur ma nouvelle vie réussie après avoir coupé les ponts avec ma famille toxique. Elle prévoyait de me démasquer comme une ratée lors du dîner d'anniversaire de ma grand-mère. Mais leurs visages ont pâli quand le rapport de l'enquêteur a atterri sur la table. Je m'appelle Olivia Rousseau, j'ai 29 ans. Avant de plonger dans cette histoire folle, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû faire le choix difficile de vous éloigner de relations toxiques pour votre propre santé mentale. En grandissant à Bois-Colombes, une banlieue de classe moyenne près de Paris, notre famille semblait parfaite de l'extérieur, le genre que les voisins enviaient lors des barbecues d'été et des réunions de vacances. Maman, Barbara Rousseau, travaillait comme proviseur de lycée, dirigeant notre maison avec la même poigne de fer qu'elle utilisait pour discipliner les élèves récalcitrants. Son approbation était aussi conditionnelle que le temps en Bretagne. Papa, Robert, était comptable et se réfugiait dans ses feuilles de calcul et son silence chaque fois qu'un conflit surgissait, sa passivité étant un bouclier contre la personnalité dominatrice de maman. Puis il y avait ma sœur Emma, de 3 ans mon aînée, qui a appris très tôt comment manipuler la dynamique familiale pour maintenir son statut d'enfant modèle. J'avais tout juste 7 ans quand j'ai gagné un concours d'art régional qui a fait la une du journal local, et au lieu de félicitations, j'ai reçu des critiques sur la façon dont l'attention pourrait me monter à la tête, tandis qu'Emma boudait pendant le dîner. En revanche, quand Emma s'est classée 3e à un tournoi de débat des mois plus tôt, maman avait commandé un gâteau personnalisé et invité la famille élargie à célébrer. Ce schéma s'est répété tout au long de notre enfance, mes réussites minimisées ou critiquées, la médiocrité d'Emma élevée au rang de génie. Quand je ramenais des 18/20 partout, les questions sur le seul 17/20 dominaient la conversation. Quand Emma réussissait à avoir des décembre 2020, elle recevait des éloges somptueux pour avoir équilibré ses études avec sa vie sociale. Malgré cela, j'ai trouvé refuge dans la créativité, remplissant des carnets de croquis avec des dessins et des esquisses qui me transportaient au-delà de notre dynamique familiale. Ma grand-mère Éléonore, la mère de maman, est devenue mon alliée secrète, la seule adulte qui semblait me voir clairement. Pendant les visites d'été à son chalet au bord du lac d'Annecy, elle examinait mes œuvres d'art avec un intérêt sincère, posant des questions réfléchies et encourageant mes rêves. « Tu as un œil spécial, Olivia », disait-elle quand maman n'était pas à portée de voix. « Tu vois la beauté là où les autres ne pensent même pas à regarder. » Ces précieuses semaines chaque été me soutenaient, me donnant un aperçu de ce que pouvait être l'amour inconditionnel. Tandis qu'Emma maîtrisait l'art de jouer les politiques familiales, j'ai canalisé mon énergie dans le développement de compétences qui pourraient un jour m'aider à m'échapper. J'ai rejoint tous les clubs créatifs de l'école, me suis porté volontaire pour concevoir des affiches pour des événements et j'ai économisé l'argent du babysitting pour du matériel d'art que maman considérait comme des dépenses inutiles. Chaque petit succès devenait une pierre angulaire vers l'indépendance, bien que le voyage se soit avéré plus long et plus douloureux que mon moi adolescent n'aurait pu l'imaginer. L'université m'a offert mon premier goût de liberté, 4 précieuses années à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, où mon talent était reconnu plutôt que diminué. Je me suis épanoui dans l'environnement créatif, figurant sur la liste des félicitations du jury chaque semestre tout en développant un style distinctif que les professeurs louaient pour son innovation. Les appels téléphoniques à la maison sont devenus de plus en plus rares, chaque conversation me laissant épuisé alors que maman remettait en question la viabilité de ma carrière et qu'Emma interrompait avec des nouvelles de sa dernière réussite à la faculté de droit. Au moment de l'obtention de mon diplôme, j'avais décroché un poste de débutante dans une agence de design respectée de Paris, ce qui m'a permis de louer un minuscule appartement avec une amie d'université et de commencer à acquérir des références professionnelles. Le schéma familier s'est rapidement réaffirmé lors des réunions de famille, mon nouveau travail était qualifié de « dessiner des images pour gagner sa vie », tandis que le stage juridique d'Emma était discuté avec des tons respectueux réservés aux visites royales. 2 ans après le début de ma carrière, j'ai rencontré Michel lors du vernissage d'une galerie d'un ami. Ses yeux bruns chaleureux et son intérêt sincère pour mon processus créatif contrastaient vivement avec le dédain de ma famille. Ingénieur en architecture avec une appréciation d'artiste pour le design, il est rapidement devenu mon sanctuaire, la première personne qui célébrait mes succès sans réserve ni comparaison. « Ta famille ne te voit pas », observa-t-il après avoir assisté à un dîner dominical particulièrement brutal où maman avait passé 20 minutes à critiquer ma coupe de cheveux pendant que papa étudiait son assiette et qu'Emma souriait avec suffisance. Le moment décisif est arrivé lors d'un dîner de famille célébrant le 30e anniversaire de mariage de mes parents. Après des mois de préparation et de travail supplémentaire secret, j'avais obtenu une promotion au poste de designer senior avec une augmentation de salaire significative. Alors que la conversation s'apaisait entre les plats, j'ai partagé ma nouvelle,
le cœur battant à la fois de fierté et de la crainte familière de voir l'attention détournée d'Emma. Avant que quiconque puisse répondre, Emma s'est raclé la gorge de façon spectaculaire. En fait, j'attendais le bon moment, mais puisque nous partageons des nouvelles. Elle a fait briller sa main gauche sur la table, révélant une bague de fiançailles. Benoît m'a demandé en mariage le week-end dernier. Nous pensons à un mariage en juin au Georges V. La table a éclaté d'excitation, ma mère pleurant littéralement des larmes de joie tandis que mon père rayonnait d'une animation inhabituelle. Ma nouvelle s'est évaporée comme la rosée du matin, complètement oubliée dans l'agitation. Ce qui m'a le plus piqué, ce n'est pas le timing, j'avais l'habitude d'être éclipsé, mais ce que j'ai entendu plus tard en aidant grand-mère Éléonore à aller aux toilettes. La voix d'Emma flottait depuis la cuisine, as-tu vu sa tête quand j'ai montré la bague? Timing parfait. Je la portais toute la semaine mais j'ai attendu qu'elle essaie d'attirer l'attention. Le rire complice de ma mère en réponse a glacé le sang dans mes veines. Le sabotage intentionnel a cristallisé des années de moments similaires, un effort coordonné pour me maintenir fermement dans mon rôle assigné. 3 jours plus tard, armé du soutien indéfectible de Michel et de semaines de discussions thérapeutiques, j'ai confronté le schéma familial lors du dîner dominical. J'ai remarqué quelque chose qui se passe depuis aussi longtemps que je me souvienne, ai-je commencé prudemment. Chaque fois que j'accomplis quelque chose, c'est soit rejeté, soit éclipsé. Je me demande si vous êtes conscient de ce schéma. L'explosion qui a suivi a dépassé même mes pires attentes. Emma a immédiatement fondu en larmes, affirmant que j'étais jalouse de ses fiançailles et que j'essayais toujours de tout ramener à moi. Maman s'est lancée dans une évaluation cinglante de ma victimisation perpétuelle et de mon comportement en quête d'attention, tandis que papa fixait ses mains, n'offrant rien d'autre qu'un silence gêné. Grand-mère Éléonore, en visite pour le week-end, regardait avec des yeux tristes alors que des années de vérité refoulée éclataient à la table à manger de sa fille. Quand j'ai calmement cité des exemples précis, y compris l'aveu d'Emma sur le timing délibéré, la performance de ma sœur s'est intensifiée jusqu'à des proportions théâtrales. Comment peux-tu inventer des mensonges aussi horribles sur moi, a-t-elle gémi pendant que maman lui entourait les épaules de bras protecteurs, me lançant des regards assassins. Je suis parti cette nuit-là avec une clarté absolue, cette dynamique ne changerait jamais parce qu'elle fonctionnait parfaitement pour eux. La famille avait besoin qu'Emma soit élevée et que je sois diminué pour que le système fonctionne. Le lendemain matin, j'ai appelé grand-mère Éléonore pour lui expliquer ma décision de couper le contact. Je comprends, ma chérie, dit-elle, sa voix lourde d'une tristesse plus profonde que la situation immédiate. La famille devrait te construire, pas te démolir. Je serai toujours là pour toi, séparément d'eux. Cette promesse est devenue ma bouée de sauvetage alors que je bloquais les numéros de téléphone, renvoyais le courrier non ouvert et commençais le douloureux processus de deuil de la famille que j'avais désiré mais jamais vraiment eu. Les 6 premiers mois de séparation ont apporté des vagues de chagrin, de doute et des crises de panique occasionnelles qui me laissaient haletante au milieu de la nuit. Malgré des années de dénigrement, la rupture complète des liens familiaux a créé un vide désorientant qu'aucune préparation thérapeutique ne pouvait entièrement atténuer. Michel est devenu mon ancre, sa présence constante et sa foi inébranlable en moi fournissant une structure lorsque tout semblait instable. Mon petit groupe d'amis s'est rallié autour de moi avec une férocité surprenante, comblant les vides des vacances avec des célébrations alternatives et envoyant des colis de soutien aléatoires pendant les semaines difficiles. Trouver le docteur Lemoine, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, s'est avéré transformateur alors qu'elle introduisait des concepts tels que le bouc émissaire, le syndrome de l'enfant modèle et les systèmes familiaux narcissiques qui ont donné un cadre à mes expériences. Vous n'êtes pas folle et vous n'êtes pas seule, m'a-t-elle assuré lors de séances particulièrement difficiles. Ce que vous décrivez suit des schémas classiques de violence psychologique. Lorsqu'un poste de directrice artistique s'est ouvert à Lyon, j'ai postulé malgré le sentiment de ne pas être qualifié, la distance géographique m'attirant presque plus que l'avancement professionnel. L'offre d'emploi est arrivée comme une bouée de sauvetage, et en 3 semaines, Michel et moi avions emballé notre appartement et conduit vers le sud, vers un nouveau départ, ne laissant aucune adresse de suivi. Lyon nous a accueillis avec une énergie vibrante et un anonymat béni. Personne ne me connaissait comme la sœur décevante d'Emma ni ne mesurait ma valeur à l'aune de normes familiales impossibles. Notre appartement dans le quartier du Vieux-Lyon, bien que petit, est devenu notre sanctuaire, avec des murs ornés d'œuvres d'artistes locaux et des fenêtres qui remplissaient l'espace de lumière naturelle. Le nouveau poste m'a mis au défi professionnellement tout en m'introduisant dans la communauté soudée du design de Lyon, où mon portfolio, plutôt que mon récit familial, me définissait. Au début, j'ai lutté contre le syndrome de l'imposteur, m'attendant constamment à des critiques qui ne se sont jamais matérialisées de la part de mes nouveaux collègues compréhensifs.
Les projets qui recevaient les éloges des clients me laissaient attendre que l'autre chaussure tombe, l'attente conditionnée d'avoir la joie sapée si profondément ancrée que l'acceptation du succès semblait étrangère. Le soutien indéfectible de Michel n'a jamais faibli, sa confiance en moi solide même lorsque la mienne vacillait. Lors de nos explorations de week-end des quartiers de Lyon, il me montrait des publicités ou des marques que j'admirais. « Tu pourrais faire mieux », disait-il simplement, non pas avec critique mais avec une confiance absolue. La graine de l'entrepreneuriat s'est plantée. Lors d'un projet client particulièrement frustrant où la bureaucratie d'entreprise étouffait les solutions créatives, j'ai esquissé une approche alternative sur une serviette en papier lors du dîner ce soir-là, expliquant à Michel comment j'aurais géré la campagne différemment. « Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même » a-t-il demandé, la question atterrissant comme une révélation. Les mois suivants ont impliqué des recherches intensives, l'élaboration d'un plan d'affaires et des sauts de foi terrifiants alors que je lançais Rousseau Design tout en conservant mon poste à plein temps. Commençant par de petits projets en freelance le soir et le week-end, j'ai progressivement constitué un portfolio ciblant spécifiquement les boutiques et les startups à la recherche d'une identité visuelle distinctive. Rencontrer Sophie Dubois lors d'une conférence sur le design a ajouté un carburant de fusée à mon entreprise naissante lorsque sa startup cosmétique à succès a eu besoin d'un rebranding complet. Son enthousiasme pour mes concepts a conduit à des recommandations dans toute la communauté entrepreneuriale de Lyon, nécessitant finalement la décision terrifiante de quitter mon emploi stable. Michel m'a demandé en mariage pendant cette période de changement énorme, offrant une simple bague solitaire alors que nous pique-niquions au parc de la Tête d'Or. « Tu te reconstruis », a-t-il dit, « et je veux construire une vie à tes côtés. » Notre mariage a reflété notre nouvelle réalité, petit, joyeux et entouré uniquement de personnes qui célébraient sincèrement notre bonheur. J'ai envoyé une invitation à grand-mère Éléonore avec une lettre sincère, comprenant que sa santé ne lui permettrait pas de voyager, mais voulant qu'elle partage notre joie de loin. Elle a envoyé un cadre photo en argent vintage avec une note, pour le début de votre album de famille, rempli d'amour authentique. Alors que Rousseau Design gagnait en popularité, j'ai loué un petit studio et embauché mon premier employé, puis mon deuxième, créant le genre d'environnement de travail favorable que j'avais toujours désiré. Mon approche a particulièrement résonné auprès des femmes entrepreneurs qui appréciaient un design qui capturait leur vision sans diluer leur message. Lorsque Lyon Entreprise m'a incluse dans son reportage sur les entrepreneurs à suivre, j'ai connu le succès sans être entaché par la dynamique familiale pour la première fois, une réussite pure et douce, évaluée selon ses propres mérites. Grand-mère Éléonore est venue nous rendre visite 2 fois au cours de ces 3 années, Michel et moi organisant un hébergement confortable et des activités douces adaptées à sa fragilité croissante. Lors de sa dernière visite, nous avons visité mon studio en pleine croissance, où 6 employés travaillaient désormais sur des bureaux élégants avec de grands écrans affichant les projets en cours. « C'est ce que j'ai toujours vu en toi », a-t-elle murmuré en me serrant la main, la fierté brillant dans ses yeux. Ces visites ont fourni le seul lien avec mon ancienne vie, soigneusement compartimentée et contrôlée selon mes conditions. Puis l'invitation gaufrée est arrivée dans notre boîte aux lettres, demandant formellement notre présence à la célébration du 80e anniversaire d'Éléonore Rousseau. L'écriture de ma mère, adressant l'enveloppe d'une élégante écriture cursive qui ne pouvait masquer l'intrusion dans ma paix soigneusement construite. La lourde enveloppe crème est restée non ouverte sur notre comptoir de cuisine pendant 3 jours, sa présence perturbant le sanctuaire que nous avions construit comme une munition non explosée d'une guerre que j'avais fui. Quand je l'ai finalement ouverte avec des doigts tremblants, l'invitation formelle a confirmé mes soupçons, une célébration importante pour grand-mère Éléonore, organisée chez mes parents, dans la même salle à manger où j'avais fait ma dernière résistance 3 ans plus tôt. Ma réaction physique m'a surprise par son intensité, cœur battant, paume moite et une vague de nausée qui m'a fait m'effondrer sur un tabouret de cuisine. Michel m'a trouvé là, l'invitation serrée dans des mains aux jointures blanches, les exercices de respiration de la thérapie ne parvenant pas à réguler mon pouls accéléré. Nous n'avons pas à y aller, a-t-il dit immédiatement, son instinct protecteur s'enflammant. Ta grand-mère comprendrait. L'idée de manquer cet anniversaire important a créé un autre type de douleur. Grand-mère Éléonore avait maintenu notre lien grâce à des visites soigneusement planifiées et des appels téléphoniques hebdomadaires, malgré la désapprobation évidente de ma mère. À 80 ans, combien de célébrations importantes lui restait-il? Le lendemain soir, mon téléphone affichait le numéro de grand-mère, un appel inattendu un mardi, en dehors de notre routine du dimanche. Olivia, ma chère? Sa voix semblait plus frêle que lors de notre conversation 2 jours auparavant. Barbara a mentionné qu'elle t'avait envoyé une invitation. La neutralité prudente de son ton en disait long sur la dynamique familiale qui tourbillonnait encore autour de mon absence. Je ne te mettrai pas la pression,
a-t-elle continué après ma réponse évasive. Je comprends mieux que quiconque pourquoi tu es resté à l'écart. Sa pause contenait des décennies de sa propre histoire compliquée avec ma mère. Mais égoïstement, j'adorerais voir ton visage parmi les invités. Ce serait le plus grand cadeau. Sa simple honnêteté a percé mes défenses, rendant la décision à la fois plus claire et plus compliquée simultanément. Cette nuit-là, Michel et moi avons discuté de logistique, de contingences et de limites émotionnelles autour de verres de vin qui nécessitaient des remplissages fréquents. Nous prenons un hôtel, pas la maison, a-t-il insisté, stratégique comme toujours. Nous arrivons peu après l'heure indiquée, faisons une apparition et partons dès que tu donnes le signal. J'ai contacté le docteur Lemoine pour une séance de thérapie d'urgence axée entièrement sur les limites et les techniques de régulation émotionnelle pour la réunion imminente. Souviens-toi, tu reviens en tant que la femme que tu es devenue, pas la fille qu'ils ont tenté de diminuer, m'a-t-elle rappelé. Leur perception de toi n'est plus ta réalité. Les semaines précédant l'événement ont impliqué des préparatifs pratiques qui ont aidé à canaliser mon anxiété, choisir une tenue qui projetait une confiance professionnelle, réserver l'hôtel le plus confortable près de la banlieue de mes parents, organiser une voiture de location pour un mouvement indépendant. J'ai choisi une robe émeraude ajustée qui complimentait mes yeux, professionnelle mais distinctement à la mode, associée aux petites boucles d'oreilles en diamant que Michel m'avait offertes pour célébrer notre premier contrat de design majeur. Armure-toi, ai-je murmuré à mon reflet lors du dernier essayage, regardant une femme posée et prospère me renvoyer mon regard. Sous les préparatifs pratiques, les cauchemars ont commencé à perturber mon sommeil, des rêves récurrents où j'arrivais à la fête nue ou rétrécissant jusqu'à disparaître entièrement pendant que les membres de la famille me cherchaient avec des loupes. Michel m'a tenu pendant les crises de panique de 3 heures du matin, sa présence solide un rappel de la vie authentique qui attendait de l'autre côté de cette obligation. La veille de notre vol pour Paris, je me suis assise dans notre salon, entouré des lumières de la ville de Lyon, parcourant des photos de mon agence de design en pleine croissance, de la rénovation de notre loft, de week-ends dans la région viticole de Bourgogne ou des preuves tangibles de la vie que nous avions construite. Je ne cherche pas leur approbation, ai-je dit à Michel alors qu'il me tendait une tisane à la camomille. J'y vais pour grand-mère et pour moi-même. Pour lui montrer que je m'épanouis et pour me prouver qu'ils n'ont plus de pouvoir sur moi. Malgré ces affirmations, le sommeil s'est avéré élusif alors que mon subconscient traitait la collision imminente entre les blessures passées et la force présente, la célébration de demain se profilant comme un jugement attendu depuis 3 ans. Le système de navigation de la voiture de location a annoncé, arrivé à destination, de sa voix robotique agréable alors que nous nous engagions dans la rue familière bordée de chênes où j'avais passé 18 années formatrice. Le printemps avait transformé le quartier en une vitrine de jardin soigneusement entretenu et de parterres fraîchement paillés. La maison de style normand de mes parents avait exactement la même apparence que dans mon souvenir, jusqu'à la taille précise des buis qui flanquaient l'allée d'entrée. Michel m'a serré la main sur la console, sa simple alliance en or captant la lumière du soleil, rappel silencieux de tout ce qui avait changé depuis la dernière fois que j'avais franchi cette imposante porte d'entrée. Plusieurs véhicules de luxe inconnus bordaient déjà l'allée incurvée, suggérant des arrivées précoces parmi la famille élargie. Leur présence fournissait simultanément une couverture et des témoins supplémentaires pour tout ce qui pourrait se dérouler à l'intérieur. « Souviens-toi, c'est toi qui fixes les conditions », murmura Michel alors que nous approchions de l'entrée, mon cœur battant si violemment que je craignais qu'il ne soit visible à travers ma robe soigneusement choisie. Avant que nous puissions sonner, la porte s'est ouverte pour révéler mon père, le gris parsemant désormais généreusement ses cheveux autrefois foncés. Un choc momentané s'est inscrit sur son visage avant qu'il ne compose ses traits en un sourire poli qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Olivia, tu es venue » a-t-il dit, la formalité gênante entre nous palpable alors qu'il reculait pour nous admettre sans autre salutation ni tentative de contact physique. Le hall d'entrée s'ouvrait sur le salon familier, maintenant transformé avec d'élégantes décorations d'anniversaire en argent et lavande, les couleurs préférées d'Éléonore, exposées avec goût sur des tables chargées de fleurs arrangées par des professionnels. Des groupes de parents se sont retournés à notre entrée, la conversation s'interrompant momentanément alors qu'ils enregistraient ma présence, les expressions allant du plaisir sincère à une curiosité à peine dissimulée. Tante Judith s'est approchée la première, la sœur cadette de ma mère, qui avait toujours maintenu une neutralité prudente dans les politiques familiales. « Olivia, quelle belle surprise », dit-elle en m'embrassant légèrement avant de me tenir à bout de bras pour m'inspecter. « Lyon te va bien. Tu es positivement rayonnante. » Son introduction chaleureuse a créé un passage momentané à travers la gêne, plusieurs cousins suivant son exemple avec des salutations qui évitaient soigneusement de mentionner l'absence de 3 ans. Oncle Richard, le frère de mon père,
a offert une poignée de main chaleureuse à Michel tout en commentant le temps exceptionnellement chaud, la normalité déterminée de sa petite conversation presque comique face à l'atmosphère chargée. L'entrée de ma mère depuis la cuisine m'a surprise en pleine conversation avec un cousin au 2e degré. Sa silhouette posée, impeccablement vêtue d'un tailleur lavande qui complimentait parfaitement le décor de la fête, montrait clairement qui avait orchestré chaque détail de la célébration. Olivia, reconnut-elle avec un sourire qui n'adoucissait pas l'évaluation dans ses yeux alors qu'il cataloguait mon apparence. Quelle surprise de te voir réellement venu. Nous n'étions pas certains jusqu'à ce moment. L'accent subtil communiquait des volumes sur la déception attendue, son ton suggérant que j'avais à peine franchi la plus basse des barres en apparaissant simplement. Michel, fit-elle un signe de tête vers mon mari avec la même reconnaissance sommaire qu'elle pourrait offrir à un livreur d'épicerie. Barbara, répondit-il avec une chaleur professionnelle, ayant pratiqué des réponses qui restaient cordiales sans inviter à un engagement supplémentaire. La petite conversation tourbillonnait autour de questions de plus en plus personnelles alors que les parents tentaient de combler le vide d'informations de 3 ans. La cousine Patricia s'est enquise de ce petit travail de design, avec une fausse désinvolture, tandis que l'oncle Thomas demandait si nous avions réussi à trouver un appartement qui vous convienne à Lyon. Leurs questions révélaient le récit que mon absence avait généré, en difficulté, peut-être sans emploi, prenant des décisions impulsives que je finirais par regretter. Des réponses soigneusement neutres sur le travail, qui me tenaient bien occupé, et le fait apprécier vraiment l'architecture de Lyon, ont satisfait la curiosité immédiate sans corriger les hypothèses sous-jacentes, chaque échange rendant de plus en plus clair le consensus familial sur ma situation prétendument précaire. Des chuchotements suivaient nos mouvements à travers la pièce, les yeux des parents nous suivant avec la fascination réservée aux accidents de voiture imminents. Leurs attentes d'échec étaient si palpables qu'elles se matérialisaient pratiquement en entités physiques nous accompagnant à travers le rassemblement. L'absence constante d'un membre particulier de la famille devenait de plus en plus visible alors que nous circulions. Emma, nulle part parmi les invités, malgré sa présence généralement magnétique lors des événements familiaux. L'entrée de grand-mère Éléonore a temporairement interrompu tous les drames subsidiaires. Sa petite silhouette se déplaçant lentement avec l'aide d'un déambulateur, élégante dans une simple robe argentée qui soulignait sa posture encore remarquable malgré son âge avancé. Le sourire sincère qui a transformé son visage en me voyant parmi les invités a créé le premier moment authentique de l'après-midi, ses mains fines comme du papier se tendant vers moi alors qu'elle approchait. Mon Olivia, dit-elle simplement, le pronom possessif un choix délibéré dans une pièce pleine de gens qui avaient renoncé à toute prétention à cette relation. Grand-mère, ai-je murmuré, embrassant prudemment sa silhouette fragile alors que des larmes inattendues menaçaient ma façade composée. Joyeux anniversaire. Tu es magnifique. Michel a présenté la figurine de colibri en cristal soigneusement sélectionnée que nous avions apportée, sa collection de ces oiseaux délicats une passion s'étendant sur des décennies. Cela nous a rappelé l'histoire que tu as racontée sur les colibris visitant la fenêtre de ton enfance, a-t-il expliqué alors que le plaisir illuminait ses yeux bleus fanés. Le moment de connexion authentique a souligné la qualité artificielle de toutes les interactions précédentes, l'authenticité contrastante presque douloureuse dans son intensité. Après une heure de plaisanterie performative, maman plana près de cet échange, interjetant des commentaires sur l'état délicat d'Éléonore et ne voulant pas la fatiguer avant le dîner, son besoin de contrôler l'interaction évident dans chaque micro-gestion de la célébration de sa mère. Entre conversations dirigées et séances photos soigneusement orchestrées, les pics subtils s'accumulaient comme des coupures de papier, cette robe est étonnamment sophistiquée, d'une tante, et, tu as pris une bonne quantité de poids, de ma mère, chaque commentaire apparemment innocent contenant une évaluation acérée. Alors que l'après-midi progressait vers le dîner formel, une question se répétait avec une fréquence croissante parmi les parents, avez-vous vu Emma? Elle était si excitée pour aujourd'hui. Le ton anticipateur de ces demandes suggérait la connaissance de quelque chose d'important, leurs expressions communiquant une conscience d'initié du drame imminent alors que je restais la seule participante non informée de la scène qui allait se dérouler. Précisément 30 minutes avant le service du dîner prévu, une agitation à l'entrée principale a annoncé l'arrivée d'Emma, son timing calibré pour un impact maximal, comme elle l'avait perfectionné depuis ses performances d'enfance. Elle a fait une entrée théâtrale dans le salon, son mari Benoît la suivant légèrement en retrait, comme un acteur de second rôle conscient de son rôle secondaire dans la production. L'apparence d'Emma m'a momentanément stupéfaite, ses cheveux autrefois blond miel maintenant platine, une robe de créateur ajustée cliniquement à sa silhouette élancée, des bijoux en diamant captant la lumière sous tous les angles alors qu'elle se déplaçait dans la pièce, distribuant des bises aériennes et des exclamations de joie. La performance a atteint son apogée lorsqu'elle a repéré grand-mère Éléonore, se précipitant avec un enthousiasme soigneusement modulé. Grand-mère.
La reine de la soirée, s'est-elle exclamée en s'agenouillant de façon spectaculaire à côté du fauteuil de la vieille dame pour présenter une boîte cadeau ostentatoire, tout en s'assurant que tous les invités avaient une vue dégagée sur le tableau touchant. L'emballage bleu Tiffany bien visible a révélé un bracelet en diamant qu'Emma a personnellement attaché autour du poignet de grand-mère, s'assurant que tout le monde remarquait à la fois le cadeau extravagant et sa générosité à le fournir. Benoît a parfaitement joué son rôle assigné, complimentant l'apparence d'Éléonore et charmant les tantes voisines avec une aisance pratiquée, son vernis d'avocat d'affaires évident dans chaque interaction calculée. Ma sœur a ostensiblement ignoré ma présence pendant 20 minutes atroces, circulant dans la pièce, saluant chaque invité sauf Michel et moi, le camouflet délibéré créant précisément l'attention qu'elle recherchait. Quand elle s'est finalement approchée, une flûte de champagne à la main et Benoît positionné légèrement derrière son épaule gauche, son sourire contenait toute la chaleur d'un blizzard de janvier. « Tiens, la sœur prodigue est de retour, dit-elle, la voix suffisamment forte pour être entendue par les parents proches tout en maintenant une dénégation plausible de confrontation publique. Nous nous demandions si tu allais vraiment te montrer ou simplement disparaître à nouveau sans explication. » Avant que je puisse répondre, elle a détourné son attention vers Michel, lui jetant un regard dédaigneux avant de commenter, toujours ensemble, je vois. Loyauté louable, considérant tout. La pause délibérée a créé un espace pour les implications tout en ne s'engageant à rien de spécifique, sa spécialité depuis les politiques de cours de récréation. Mes réponses soigneusement préparées se sont évaporées sous la dynamique familière, des décennies de conditionnement l'emportant temporairement sur la thérapie et la préparation alors qu'Emma continuait sa performance. Grand-mère doit être absolument ravie que tu aies trouvé du temps dans ton emploi du temps chargé, a-t-elle continué, soulignant « chargé » avec une moquerie subtile. Les obligations familiales peuvent être si gênantes quand on est. Une autre pause calculée, en train de se trouver. Au cours de l'heure suivante, Emma a fait des circuits de plus en plus évidents à travers le rassemblement, chuchotant à divers parents tout en me lançant des regards significatifs. Chaque conversation laissait les participants me regarder avec une curiosité renouvelée ou une pitié à peine déguisée. La campagne stratégique a systématiquement renforcé le récit qu'elle avait construit pendant mon absence, sa confiance en son efficacité évidente dans la suffisance croissante de son expression. Mère a facilité ces échanges, guidant physiquement certains parents clés dans l'orbite d'Emma tout en s'assurant que les rafraîchissements et l'attention du photographe suivaient sa fille préférée tout au long de l'événement. Alors que les serveurs commençaient à préparer la salle à manger pour le dîner d'anniversaire formel, je me suis retiré aux toilettes pour un moment d'intimité, désespéré de me regrouper avant la phase suivante de la réunion de plus en plus inconfortable. M'aspergeant d'eau fraîche sur les poignets et pratiquant des techniques de respiration de la thérapie, j'ai entendu la voix inimitable d'Emma juste derrière la porte, son chuchotement de scène délibérément audible. L'enquêteur a tout confirmé. Il documente ça depuis des semaines. Elle n'a aucune idée. Maman pense que la présentation au dîner est peut-être trop, mais honnêtement, grand-mère mérite de savoir qu'on lui ment depuis 3 ans. Une seconde voix, la cousine Mélissa, toujours avide de drames familiaux, a répondu avec une anticipation joyeuse, elle va vraiment tout montrer à tout le monde, juste au dîner. C'est incroyable. Est-ce qu'Olivia se doute de quelque chose? Le rire satisfait d'Emma m'a glacé malgré la salle de bain surchauffée. Pas la moindre idée. Elle pense toujours que sa petite disparition a trompé tout le monde. Attends que grand-mère voie la vérité sur sa précieuse Olivia. Le sang battant dans mes oreilles a presque noyé le reste de leur échange, les pièces s'emboîtant avec une terrible clarté. Les chuchotements excessifs, les regards anticipateurs et la confiance suprême d'Emma s'expliquaient soudainement par la révélation d'une surveillance engagée. Les mains tremblantes, j'ai envoyé un texto à Michel, notre signal préétabli indiquant un stress élevé, ajoutant « DI plus dîner plus démasquage » pour communiquer la menace confirmée. Sa réponse immédiate « Tu veux partir maintenant ?» offrait la voie de secours que nous avions prévue, la réservation d'hôtel attendant à seulement 15 minutes. Quelque chose d'inattendu s'est solidifié en moi alors que je fixais la question sur l'écran de mon téléphone. Pas la peur, mais un calme étrange et puissant, né de 3 années à me reconstruire au-delà de leur portée. Je reste, ai-je tapé en retour. La vérité est de notre côté. Prépare-toi. Rentrer dans le rassemblement avec une nouvelle compréhension a transformé ma perception de la pièce. Les regards compatissants, les échanges chuchotés et l'attitude triomphante d'Emma étaient maintenant transparents dans leur préparation orchestrée vers une humiliation publique qu'elle avait méticuleusement planifiée. La confronter directement avant le spectacle qu'elle avait arrangé ne fournirait qu'une autre occasion de performance, son rôle de victime trop bien répété pour être pénétré par une conversation privée. Au lieu de cela,
j'ai rejoint Michel avec une détermination posée, chuchotant les grandes lignes de la situation alors que nous nous dirigions vers la salle à manger où l'embuscade soigneusement planifiée de ma sœur attendait. Le dîner d'anniversaire formel était sur le point de devenir un champ de bataille que je n'avais pas anticipé, mais que je comprenais maintenant que je m'étais préparé à affronter pendant 3 ans de reconstruction de ma vie sur des fondations de vérité plutôt que d'apparence. La salle à manger formelle brillait sous la lumière du lustre, la table étendue recouverte de la nappe en dentelle antique de grand-mère et dressée avec la porcelaine de la famille Rousseau, réservée exclusivement aux célébrations importantes. Des cartons de placement positionnaient les invités de manière stratégique, avec grand-mère Éléonore à la tête, flanquée de mes parents, tandis que Michel et moi découvrions nos places directement en face d'Emma et Benoît à un positionnement optimal pour le spectacle qu'elle avait orchestré. Une fois assis, les serveurs ont présenté l'élégant premier plat ou une soupe de courge buternue garnie de crème fraîche et de ciboulette tandis que la conversation maintenait un vernis de célébration, ponctué de regards entendus entre ma sœur et divers parents. À mi-chemin du potage, ma mère a fait teinter son verre d'eau en cristal avec une cuillère en argent, le délicat tintement réduisant la conversation au silence aussi efficacement qu'un coup de tonnerre. Avant de poursuivre ce repas spécial, annonça-t-elle avec une sincérité pratiquée, Emma a organisé quelque chose de vraiment significatif pour la célébration du 80e anniversaire de sa grand-mère. Ma sœur se leva avec grâce, plaçant sa serviette en lin à côté de sa soupe à peine touchée avec une précision théâtrale. La famille signifie tout pour nous, les Rousseau, commença-t-elle, la voix modulée pour suggérer une profonde émotion tandis que ses yeux restaient brillants de calcul. C'est pourquoi l'honnêteté au sein de la famille est si essentielle. La qualité répétée de son discours a accru ma conscience de l'embuscade imminente, la main de Michel trouvant la mienne sous la table alors qu'Emma continuait, quand quelqu'un choisit de se séparer de sa famille, puis revient avec des histoires sur sa vie, nous voulons naturellement y croire. Son regard se posa de manière significative sur grand-mère Éléonore, dont l'expression confuse révélait qu'elle n'avait pas été informée de ce qui allait se passer. Mais parfois, le cadeau le plus gentil que nous puissions offrir est la vérité, même lorsque cette vérité peut initialement causer de la douleur. Emma fit un geste spectaculaire vers l'entrée de la salle à manger, où un homme d'âge moyen en costume conservateur apparut sur un signe, un portefeuille en cuir sous le bras et une expression professionnellement neutre suggérant les forces de l'ordre ou des professions adjacentes. Voici Monsieur Daniel, un détective privé agréé avec des partenaires de recherche approfondis, annonça Emma alors que des murmures choqués parcouraient la table, le visage de grand-mère Éléonore enregistrant une détresse croissante. Quand Olivia est soudainement réapparue après 3 ans, affirmant succès et stabilité, quelque chose clochait. En tant que personne qui aime cette famille, j'ai senti la responsabilité de vérifier ces affirmations avant que grand-mère ou quelqu'un d'autre ne soit potentiellement blessé par la tromperie. L'enquêteur se déplaça mal à l'aise, son attitude professionnelle suggérant que ce dévoilement public n'était pas sa méthode préférée de transmission d'informations. Emma tendit la main avec hauteur, recevant le portefeuille avec l'aisance d'un procureur présentant des preuves clés. Monsieur Daniel a passé le mois dernier à documenter les circonstances réelles d'Olivia à Lyon, créant un rapport complet avec des preuves photographiques. Elle marqua une pause pour les faits, savourant le silence stupéfait autour de la table. Je crois que grand-mère mérite de savoir exactement qui elle accueille de nouveau dans sa vie en ce jour d'anniversaire spécial. La voix de grand-mère Éléonore perça la tension avec une force surprenante. Emma, que fais-tu exactement? La question directe perturba momentanément la performance de ma sœur, son scénario manquant apparemment de plan d'urgence face à une contestation directe de l'invité d'honneur. Se reprenant rapidement, Emma adopta un ton de compassion exagéré, te protéger, grand-mère. Tu mérites la vérité sur où Olivia a été et ce qu'elle a vraiment fait tout en ignorant ses responsabilités familiales. De l'autre côté de la table, je restais parfaitement immobile, la scène surréaliste se déroulant exactement comme prévu, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, entièrement différente étant donné ma nouvelle compréhension de ma propre réalité. Monsieur Daniel, ordonna Emma avec une autorité mieux adaptée à une salle d'audience qu'à un dîner d'anniversaire, veuillez partager vos découvertes sur Olivia Rousseau et sa prétendue entreprise de design à Lyon. L'enquêteur se racla la gorge, mal à l'aise, ouvrant le portefeuille avec une réticence qui suggérait une réserve professionnelle quant à cette approche. Madame Rousseau a demandé une documentation sur les circonstances professionnelles et personnelles de sa sœur, commença-t-il formellement, évitant tout contact visuel avec moi ou grand-mère. Pendant 4 semaines d'enquête, j'ai compilé des informations complètes sur Olivia Rousseau-Moreau et ses activités commerciales à Lyon. L'expression triomphante d'Emma se figea alors que l'enquêteur continuait, sa certitude vacillant visiblement pour la première fois. Rousseau Design SARL a été créé il y a 3 ans et occupe actuellement 280 mètres carrés dans le quartier de la Presqu'île à Lyon,
poursuivit Monsieur Daniel professionnellement. L'entreprise emploie 11 personnes à temps plein et a déclaré un chiffre d'affaires brut dépassant les 2 millions d'euros lors du dernier exercice fiscal, selon les déclarations commerciales accessibles au public. Des murmures confus parcoururent la table alors que le visage d'Emma se vidait de sa couleur, le récit s'écartant clairement de ce à quoi elle s'attendait. Monsieur Daniel continua méthodiquement, sortant plusieurs photographies de son portefeuille. L'entreprise est spécialisée dans l'image de marque et le design pour les entreprises émergentes, en particulier les startups dirigées par des femmes, avec une liste de clients comprenant plusieurs marques reconnues nationalement. Il plaça les photos sur la table, des images professionnelles d'un espace de bureau moderne avec Rousseau Design, bien en évidence dans la zone de réception, suivi de clichés de moi dirigeant une réunion d'équipe à une table de conférence. Madame Rousseau-Moreau est fondatrice et directrice de la création, conservant la majorité des parts tout en fonctionnant sans aucune dette commerciale, selon les registres publics. Le verre de champagne d'Emma faillit basculer alors qu'elle attrapait la photographie la plus proche, ses traits soigneusement composés se tordant d'incrédulité. « Ça ne peut pas être vrai, interrompit-elle, la voix montant brusquement. Vous avez dû être trompé. Elle galère depuis qu'elle est partie, sans emploi après avoir abandonné son poste ici. » L'attitude professionnelle de l'enquêteur ne faiblit jamais alors qu'il continuait à présenter des preuves contredisant directement les affirmations confiantes d'Emma. Le sujet réside dans un appartement loft récemment rénové dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, acheté l'année dernière pour environ 850 000 €, selon les registres de propriété. D'autres photographies apparurent, Michel et moi sur le jardin sur le toit de notre immeuble, entrant dans le hall de notre condominium, promenant notre chien de sauvetage récemment adopté dans un parc voisin. De plus, Madame Rousseau-Moreau a été présentée dans le numéro Les 40 de moins de 40 ans de Lyon Entreprise l'automne dernier, reconnaissant l'approche innovante de l'entreprise en matière de pratiques de design durable. La dernière photographie me montrait acceptant un prix lors d'une cérémonie d'affaires officielle, la couverture du magazine clairement visible avec mon portrait professionnel bien en évidence. Un silence complet s'abattit sur la salle à manger alors que les parents traitaient ces informations inattendues, les expressions allant de la confusion à une compréhension naissante. Le visage de ma mère avait pris une teinte cramoisie alarmante, son maquillage soigneusement appliqué incapable de dissimuler son choc et son malaise. Mon père étudiait les photographies avec un front plissé, semblant incapable de concilier les preuves avec le récit qui avait été construit pendant mon absence. Benoît, le mari d'Emma, examinait la documentation commerciale avec un intérêt particulier, son expérience d'avocat d'affaires lui permettant de reconnaître les indicateurs de succès légitimes. Le plus significatif était l'expression de grand-mère Éléonore, l'inquiétude initiale se transformant en une fierté indubitable alors qu'elle absorbait les preuves de la vie florissante que j'avais construite. Emma se reprit assez pour tenter de limiter les dégâts, sa voix tendue par une insistance désespérée. Il doit y avoir une erreur. Clairement, elle a créé des façades élaborées pour tromper votre enquête. Monsieur Daniel secoua légèrement la tête, maintenant son sang-froid professionnel malgré la situation de plus en plus inconfortable. Toutes les informations ont été vérifiées par plusieurs sources indépendantes, y compris les registres publics, les déclarations commerciales, les documents de propriété et l'observation directe. Le rapport comprend une documentation complète des méthodes de vérification et des sources. Il se tourna vers ma sœur avec la première pointe d'opinion personnelle perçant son vernis professionnel. Madame Rousseau, votre paiement couvrait une enquête complète avec une vérification détaillée. C'est précisément ce que j'ai livré. Le silence qui suivit sa déclaration s'étendit au-delà de l'inconfortable jusqu'à un territoire atroce. L'exposition soigneusement orchestrée d'Emma s'effondrant en un fiasco spectaculaire alors que les parents traitaient ce renversement dramatique du résultat attendu. La voix de grand-mère Éléonore rompit finalement le silence, son ton portant une autorité tranquille qui commanda instantanément l'attention. Il semble que des félicitations soient de mise pour le succès remarquable de ma petite fille, déclara-t-elle clairement, me regardant directement avec une fierté indubitable. Bien que je me demande pourquoi de telles réalisations ont nécessité une vérification par un détective privé plutôt qu'une célébration par la famille. La simple question flottait dans l'air comme un lustre en cristal, éclairant la dynamique toxique sous un angle entièrement nouveau. Des décennies de manipulation soudainement visibles d'une perspective que même les parents les plus inconscients ne pouvaient ignorer. L'élégant dîner d'anniversaire s'est désintégré en conversation croisée chaotique alors que les parents traitaient les révélations de l'enquêteur, leurs réactions couvrant tout le spectre émotionnel, des félicitations retentissantes de l'oncle Richard aux excuses mortifiées de la tante Patricia pour sa condescendance antérieure à propos de ce petit travail de design. Emma resta figée dans une incrédulité horrifiée,
son plan élaboré pour m'humilier publiquement transformé au contraire en preuve irréfutable de mon succès, le portefeuille en cuir devant elle contenant la documentation de réalisation qu'elle avait avec confiance supposée impossible. Ma mère fut la première à se reprendre parmi la famille immédiate, des décennies d'expérience dans le contrôle narratif évidente alors qu'elle tentait de limiter les dégâts avec une audace à couper le souffle. Eh bien, naturellement, nous avons toujours su qu'Olivia avait du potentiel, annonça-t-elle aux parents proches, la voix suffisamment forte pour être entendue dans toute la pièce. L'esprit d'entreprise de notre famille a clairement influencé son sens des affaires. Les femmes Rousseau ont toujours été exceptionnelles dans tout ce qu'elles entreprennent. La tentative transparente de s'attribuer rétroactivement le mérite d'un succès qu'elle avait mis en doute quelques minutes plus tôt démontrait précisément les schémas manipulateurs qui m'avaient fait fuir 3 ans auparavant. Mon père maintenait un silence inconfortable, étudiant les photographies professionnelles de mon bureau de Lyon avec une attention particulière à un prix de design encadré visible sur le mur de la salle de conférence, son expression suggérant une recalibration interne d'hypothèses de longue date. Emma, retrouvant son sang-froid avec un effort visible, lança une contre-offensive désespérée en remettant en question la méthodologie de l'enquêteur. Celle-ci pourrait facilement être des photos mises en scène ou des informations déformées, insista-t-elle avec une conviction décroissante. N'importe qui peut louer des bureaux et prétendre diriger une entreprise prospère. Monsieur Daniel, maintenant son détachement professionnel malgré la situation de plus en plus inconfortable, répondit avec une neutralité pratiquée, l'enquête comprenait la vérification de la licence commerciale, des déclarations fiscales, des entretiens avec les clients, la confirmation des employés et l'observation directe sur plusieurs semaines. Tous les protocoles d'enquête standards ont été suivis, avec la documentation incluse dans le rapport complet. Se tournant vers Emma, il ajouta avec un accent subtil, la même approche globale aurait été appliquée quelles que soient les circonstances réellement découvertes. Benoît, reconnaissant la situation qui se détériorait rapidement, tenta de créer une distance par une fascination soudaine pour son verre d'eau, ses instincts d'avocat d'affaires signalant clairement une retraite face à un désastre imminent. Grand-mère Éléonore, observant le chaos qui se déroulait avec une clarté remarquable malgré son âge, me toucha doucement la main sur la table. Peut-être que ce serait le bon moment pour que tu partages ta perspective, Olivia. Nous en avons assez entendu des enquêtes et des interprétations. Sa simple déclaration créa un silence immédiat, tous les yeux se tournant vers moi avec des expressions allant de la curiosité à l'appréhension. Le moment cristallisa 3 années de thérapie, de croissance personnelle et de succès professionnel en une clarté parfaite. Je n'étais plus la fille intimidée désespérée d'approbation, mais une femme prospère qui avait construit une vie selon mes propres termes. Me levant lentement, j'ai arpenté la table à manger où les parents étaient assis avec divers degrés d'inconfort, le cadre familier maintenant transformé par des dynamiques de pouvoir modifiées. Il y a 3 ans, j'ai pris la décision douloureuse de m'éloigner de schémas qui avaient endommagé ma confiance en moi depuis l'enfance, commençais-je, la voix ferme malgré l'ampleur émotionnelle du moment. Cette décision ne concernait pas le rejet, mais l'autopréservation et la croissance. Regardant directement ma mère, dont l'expression s'était durcie en une préparation défensive, j'ai continué sans broncher, j'ai grandi en comprenant qu'aucune réussite ne serait jamais suffisante, que mon rôle était un contrepoint comparatif à l'élévation d'Emma. Ce n'était pas subtil ou occasionnel, c'était systématique et délibéré. Emma s'est immédiatement lancée dans une indignation performative, les larmes apparaissant sur commande comme elle l'avait perfectionnée depuis l'enfance. Comment oses-tu attaquer notre famille de cette façon après nous avoir abandonnés? Ta jalousie a toujours déformé ta perception de tout. Le scénario familier semblait presque comique maintenant, transparent dans son intention manipulatrice, là où autrefois il m'avait dévasté. Je n'attaque personne, Emma. J'énonce des faits sur mon expérience en grandissant dans cette famille, ai-je répondu calmement. Des faits maintenant vérifiés de manière indépendante par l'enquêteur même que tu as engagé pour me discréditer. Désignant le portefeuille de preuves toujours ouvert sur la table, j'ai ajouté, ton hypothèse selon laquelle je dois échouer sans l'approbation familiale révèle exactement la dynamique à laquelle j'avais besoin d'échapper pour réussir. Ma mère a tenté une interruption avec une autorité pratiquée, ce dîner est pour célébrer Éléonore, pas pour ressasser des griefs enfantins. Pour la première fois de ma vie, j'ai continué à parler malgré sa tentative de me faire taire, l'interruption tombant à plat face à ma nouvelle confiance. Tu as absolument raison de célébrer grand-mère Éléonore, ai-je convenu, me tournant vers la vieille dame qui regardait avec une attention inébranlable. Elle était la seule personne dans cette famille qui me voyait clairement et me valorisait sans comparaison ni condition. Son soutien est resté constant même lorsque j'avais besoin de distance par rapport à des schémas familiaux nuisibles. M'adressant à la table plus large de parents,
dont beaucoup semblaient de plus en plus mal à l'aise face à des révélations contredisant des récits familiaux établis de longue date, j'ai continué avec une clarté mesurée, je ne suis pas parti pour punir qui que ce soit ni pour chercher l'attention. Je suis parti parce que rester signifiait accepter un rôle qui exigeait la diminution de mon potentiel et de ma personne. Les preuves devant vous démontrent ce qui est devenu possible une fois que je me suis éloigné de ce récit limitant. L'oncle Thomas, toujours le pacificateur de la famille, a tenté une intervention avec un malaise nerveux, les familles ont des malentendus, mais le sang reste plus. J'ai interrompu doucement mais fermement, avec respect, oncle Thomas, cette perspective permet à la violence de continuer sans être contestée. Le lien biologique ne justifie pas un traitement nuisible ni n'excuse la manipulation. Le sang-froid de ma mère s'est finalement brisé, des décennies d'autorité incontestée s'effondrant sous une confrontation directe. Comment oses-tu suggérer la violence? Nous t'avons tout donné. École privée, cours d'art, appareil dentaire, des sacrifices que tu as commodément oubliés tout en te peignant comme une sorte de victime. La tentative familière de recadrer les dommages émotionnels en ingratitude aurait pu autrefois me faire taire par la culpabilité, mais la thérapie m'avait immunisé contre cette manipulation particulière. Les provisions matérielles sans soutien émotionnel ni reconnaissance créent des cages dorées, pas des foyers aimants, ai-je répondu simplement. Je suis reconnaissante des opportunités éducatives, mais les objets ne compensent pas les critiques constantes et le minage intentionnel. La voix de grand-mère Éléonore a percé la tension avec une force surprenante compte tenu de son apparence frêle. Barbara, ça suffit. La simple déclaration de mère à fille portait une autorité qui a réduit la salle au silence immédiatement. J'ai observé cette dynamique pendant des décennies, tout en espérant qu'elle pourrait se résoudre sans intervention. Clairement, cette approche était mal avisée. Se levant lentement de son siège avec une dignité qui commandait une attention complète, grand-mère a continué avec une conviction tranquille, Olivia n'a rien dit ce soir que je n'ai personnellement observé tout au long de son enfance. La différence est qu'elle a maintenant la force de le nommer, alors que je suis restée silencieuse bien trop longtemps. Le défi sans précédent de l'invité d'honneur a créé une suspension momentanée de la hiérarchie familiale, ma mère temporairement s'envoie face à une contradiction publique de sa propre mère. Plusieurs parents ont échangé des regards significatifs, suggérant une reconnaissance privée de schémas observés de longue date, maintenant explicitement nommés, le secret de famille tacite soudainement visible sous la dure lumière de la salle à manger. Benoît, de plus en plus mal à l'aise alors que la dynamique familiale se délitait, s'est penché vers Emma avec un murmure urgent mal dissimulé, peut-être devrions-nous envisager de conclure. La présentation n'a clairement pas fonctionné comme prévu. Sa tentative de discrétion a complètement échoué dans le silence chargé, ces mots clairement audibles par tout le monde à table. Emma, désespérée de reprendre le contrôle narratif, a lancé une dernière tentative de positionnement en victime. J'essayais seulement de protéger grand-mère d'une déception potentielle, a-t-elle insisté avec une dignité blessée, entièrement incongrue avec les preuves de la soirée. Tout ce que j'ai toujours fait a été pour le bien-être de cette famille. La tentative transparente de noblesse malgré des preuves accablantes du contraire s'est avérée le catalyseur final de ma libération complète de la mythologie familiale. Regardant directement ma sœur, sans colère mais avec une clarté complète, j'ai déclaré simplement « Emma, tu as engagé un détective privé en t'attendant à trouver des preuves de mon échec parce que mon succès menace le récit familial. Le fait que tu sois plus déçu par mes réalisations que tu ne l'aurais été par ma souffrance dit à tout le monde à cette table tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur ta motivation. » Me levant de table avec une détermination calme, je me suis adressé à la famille réunie avec une autorité nouvelle, entièrement distincte de la fille en quête d'approbation qui était partie 3 ans plus tôt. Je suis venu aujourd'hui pour célébrer grand-mère Éléonore parce qu'elle mérite d'être reconnue pour l'amour sincère qu'elle a constamment démontré. Je ne suis pas venu chercher la réconciliation basée sur de faux récits ou une acceptation conditionnelle. Me tournant vers ma grand-mère courbée avec une chaleur sincère, j'ai ajouté « Joyeux anniversaire, grand-mère. Michel et moi avons réservé un brunch dominical dans ton restaurant préféré demain si tu souhaites continuer la célébration dans des circonstances plus paisibles. » Avec une dignité tranquille qui semblait complètement naturelle plutôt que jouée, j'ai conclu simplement, pour ceux qui s'interrogent sur les futures relations familiales, je suis ouverte à des liens individuels basés sur le respect mutuel et la vérité. Ce pourquoi je ne suis plus disponible, c'est la diminution pour maintenir une mythologie familiale confortable. Prenant la main de Michel alors qu'il se levait à côté de moi, j'ai quitté la salle à manger sans sortie spectaculaire ni étalage émotionnel, laissant un silence stupéfait et des preuves irréfutables de succès en réponse à des années de minage calculé. Le poids des attentes familiales enfin levé de mes épaules, assez forte pour porter la vérité sans excuse ni explication.
Le trajet de retour à notre hôtel nous a enveloppés dans un silence cotonneux, les lumières de la ville se brouillant à travers les vitres alors que Michel naviguait dans la circulation du soir, une main reposant protectriquement sur mon genou. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs kilomètres, la confrontation de la soirée résonnant encore dans l'esprit et le corps comme des répliques sismiques. Tu as été magnifique, a finalement dit Michel alors que nous nous garions dans le parking de l'hôtel, sa voix remplie d'une fierté tranquille plutôt que de la sympathie à laquelle je me serais attendu 3 ans plus tôt. Étonnamment, les larmes ne sont pas venues. Au lieu de cela, un profond sentiment de légèreté a rempli ma poitrine, des décennies de poids portés soudainement absents après avoir dit la vérité directement dans la mythologie familiale soigneusement entretenue. Le sommeil est venu facilement cette nuit-là, sans rêve et profond, contrastant avec l'insomnie anxieuse précédant le dîner d'anniversaire, mon corps reconnaissant une résolution que mon esprit conscient traitait encore. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux de l'hôtel alors que mon téléphone affichait le numéro de grand-mère Éléonore, plutôt que nos appels habituels mais entièrement attendus compte tenu des événements de la soirée précédente. Ma chère enfant, sa voix ne portait aucune des déceptions ou des censures que j'aurais pu craindre autrefois. Je n'ai jamais été plus fier de quelqu'un de toute ma vie. Sa simple déclaration a libéré des larmes que la confrontation n'avait pas provoquées ou des larmes de guérison plutôt que des larmes de blessure. Je serai prête dès que vous arriverez pour le brunch, a-t-elle continué avec une énergie nouvelle animant sa voix. Il y a tellement de choses que je veux entendre sur cette vie remarquable que tu as construite. Ce brunch est devenu l'un de mes souvenirs les plus précieux. Grand-mère Éléonore, pleinement présente, sans performance familiale ni faux semblant, sincèrement intéressée par chaque détail du développement de mon entreprise, de mon processus créatif et de ma croissance personnelle. Ton grand-père aurait absolument adoré ce que tu as créé, dit-elle en examinant des photos de récents projets de design sur mon téléphone. Il disait toujours que le vrai succès vient de la construction de quelque chose d'authentique plutôt que de la poursuite des définitions du succès des autres. 2 jours après mon retour à Lyon, un email inattendu est apparu dans ma boîte de réception, de mon père. Bref et maladroit, mais contenant quelque chose jamais offert auparavant, une reconnaissance. Ta mère et moi avons été surpris par les découvertes de l'enquêteur, écrivait-il avec une litote caractéristique. J'ai clairement mal compris de nombreux aspects de tes choix de vie. L'entreprise que tu as bâtie semble assez impressionnante. Bien que dépourvu d'excuses directes, le message représentait sa première communication indépendante en 3 ans, un petit pas vers une relation potentielle en dehors du récit orchestré par ma mère. Plus surprenant encore furent les messages de plusieurs cousins et de tante Judith, exprimant leur admiration tant pour mon succès professionnel que pour mon courage personnel lors de la confrontation. Leur perspective, apparemment, avait changé en assistant à l'exposition de la dynamique familiale dans une clarté inévitable. La réponse d'Emma suivit des schémas prévisibles, des publications passives-agressives sur les réseaux sociaux faisant vaguement référence à la trahison familiale et aux personnes ingrates, sans mention directe du désastre de l'anniversaire. Son contrôle narratif continuait malgré des preuves accablantes contredisant sa version de la réalité. Ma mère garda un silence complet, l'absence de communication elle-même en disant long sur son incapacité à intégrer des révélations contredisant des décennies de mythologie familiale établie. Revenir à Lyon apporta une appréciation renouvelée pour la vie que nous avions construite, indépendante de l'approbation ou de la reconnaissance familiale. Notre loft ensoleillé avec de l'espace pour le travail créatif et un sanctuaire paisible. L'agence de design florissante où les employés s'épanouissaient dans un environnement collaboratif. Les rituels du marché du quai Saint-Antoine du week-end et les cafés de quartier où les baristas connaissaient nos commandes habituelles. La confiance professionnelle a explosé suite à la confrontation, des décennies de doutes intériorisés finalement exorcisés par la reconnaissance publique de réalisations auparavant rejetées ou diminuées. Les présentations aux clients sont devenues des occasions d'échanges créatifs sincères plutôt que des exercices de critique anticipée. Ma voix plus forte lors des réunions et mes perspectives de design plus affirmées, sans qualificatifs apologétiques. Michel a observé la transformation avec une satisfaction tranquille, la plus évidente lorsque j'ai contré de manière décisive la tentative d'un client difficile de dévaloriser un travail de design complexe. Tu as toujours eu cette force, a-t-il commenté par la suite. La différence, c'est que maintenant tu la reconnais sans remettre en question ton droit au respect professionnel. Le résultat le plus inattendu est apparu 6 mois après la confrontation de l'anniversaire, lorsqu'une ancienne cliente m'a approché pour contribuer à son podcast axé sur les femmes entrepreneurs surmontant des obstacles personnels et professionnels. Partager des aspects soigneusement sélectionnés de mon parcours a puissamment résonné auprès des auditeurs naviguant dans leur propre dynamique familiale difficile tout en poursuivant des objectifs professionnels.
cela a conduit à l'animation de rassemblements de soutien mensuels pour les femmes reconstruisant leur vie après un traumatisme relationnel, créant une communauté qui a transformé la guérison personnelle en force collective. Grand-mère Éléonore est venue à Lyon 2 fois au cours de l'année suivante, sa santé se stabilisant suffisamment pour des excursions soigneusement planifiées vers des points forts architecturaux et des repas tranquilles dans des restaurants au bord du Rhône. Lors de sa deuxième visite, elle a présenté un petit journal en cuir découvert en rangeant des papiers personnels. Le journal de ta grand-mère, de l'époque où elle établissait des limites avec sa propre mère difficile, expliqua-t-elle avec un sourire entendu. Certains schémas familiaux s'étendent plus loin. Vous imaginez bien, le journal a révélé des échos générationnels des dynamiques mêmes que j'avais confrontées, offrant une perspective sur le comportement de ma mère comme produit de schémas établis bien avant ma naissance. Cette compréhension n'excusait pas un traitement nuisible, mais fournissait un contexte qui a finalement permis la compassion sans sacrifier les limites nécessaires. Le vrai pardon a émergé progressivement grâce à cette perspective élargie. Non pas la réconciliation superficielle que les membres de la famille suggéraient périodiquement par des invitations de vacances maladroites, mais une compréhension plus profonde que leurs limitations reflétaient des blessures générationnelles perpétuées par des schémas non examinés. Le pardon est devenu une libération personnelle plutôt qu'une restauration relationnelle, une paix intérieure indépendante de la validation ou de la reconnaissance externe. Au cours des années suivantes, les relations avec la famille élargie ont évolué organiquement, basées sur une connexion sincère plutôt que sur des liens biologiques obligatoires. Certaines se sont renforcées grâce à une interaction authentique, tandis que d'autres se sont estompées naturellement sans entretien performatif. L'expérience a cristallisé une compréhension profonde que réussir à s'épanouir est devenu mon témoignage le plus puissant. Non pas par une démonstration vindicative, mais en créant une vie alignée sur des valeurs authentiques plutôt que sur des attentes externes. Peut-être la leçon la plus significative a émergé du contraste entre ce qu'on m'avait dit que la famille signifiait et ce que nous avions activement créé, des liens choisis basés sur le respect mutuel et la compréhension sincère plutôt que sur la génétique partagée et l'obligation. La vraie famille, ai-je découvert, se manifeste à travers les personnes qui célèbrent la croissance plutôt que d'exiger la diminution, qui valorisent l'authenticité au-dessus de la conformité, qui offrent l'amour sans en faire un levier de contrôle. La question qui a commencé mon voyage: pouvais-je survivre sans l'approbation familiale? S'est transformée en la reconnaissance que j'avais toujours été digne d'un amour inconditionnel, l'absence reflétant les limitations des autres plutôt qu'une insuffisance personnelle. Mon histoire ne se termine pas par une réconciliation spectaculaire ou une réunion de famille larmoyante. La réalité suit rarement des arcs narratifs aussi pratiques. Au lieu de cela, elle continue à travers des choix quotidiens pour honorer l'expression de soi authentique, maintenir des limites saines et créer des relations qui nourrissent plutôt que de diminuer. La guérison a émergé non pas en changeant les autres, mais en reconnaissant ma propre valeur indépendamment de la validation externe, en construisant une vie alignée sur la vérité personnelle plutôt que sur la mythologie familiale. Si vous avez déjà lutté avec des dynamiques familiales similaires ou si vous vous êtes senti piégé entre l'authenticité et l'approbation, veuillez partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous été confronté à des moments où défendre votre vérité exigeait un courage énorme? Comment avez-vous géré l'équilibre entre les attentes familiales et l'épanouissement personnel? Vos histoires comptent et pourraient guider d'autres personnes empruntant des chemins similaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime si cela a résonné en vous. Partager ces expériences aide à briser l'isolement que les relations toxiques créent délibérément. Merci d'avoir été témoin de mon parcours, de bouc émissaire familial à un succès authentique selon mes propres termes. Puisse votre propre chemin mener à la liberté qui vient de l'honneur de votre vérité, quoi que cela puisse exiger.